On a souvent l'impression que la guerre d'Algérie a éclaté d'un coup, comme ça. Mais en réalité, pas du tout. C'est l'aboutissement, l'explosion finale de plus de 130 ans d'histoire. Une histoire complexe, faite de conquêtes, de dépossessions, de tensions qui n'ont fait que monter. Et pour vraiment saisir pourquoi cette guerre a été si violente, il faut revenir au tout début, à la création même de ce qu'on appelait l'Algérie française. Regardez bien cette carte. Ce qu'elle nous dit, c'est quelque chose de fondamental. L'Algérie de 1954, ce n'est pas un pays aux frontières naturelles, façonné par la géographie ou une histoire millénaire. Non, ces frontières-là, elles ont été dessinées par la conquête, par la force. C'est en fait une pure création de l'impérialisme français. Et c'est ça le point de départ de tout. Une nation qui est née non pas de la volonté d'un peuple, mais d'une invasion. Alors, première étape, voyons comment la France a, morceau par morceau, construit ce territoire. Pas seulement sur le terrain, mais aussi administrativement, sur le papier. En fait, pour bien comprendre, il ne faut pas voir l'Algérie comme une entité unique. Imaginez plutôt deux mondes, vraiment deux mondes distincts que la France a littéralement scotchés ensemble. D'un côté, au nord, vous avez le Tel, c'est la bande côtière, méditerranéenne, fertile, l'héritage de la régence turque. Et de l'autre, au sud, c'est un tout autre univers, le Sahara, un océan de sable immense, conquis bien plus tard et contrôlé directement par les militaires. On a donc deux réalités qui n'ont presque rien à voir, mais qui se retrouvent unies de force sous la même administration coloniale. La prise d'Alger en 1830, ce n'est vraiment que le coup d'envoi. Ça ouvre la porte à plus d'un siècle de ce qu'on pourrait appeler une double offensive. D'un côté, une conquête militaire, souvent féroce, et de l'autre, une colonisation de peuplement qui va absolument tout changer sur place. Ce graphique est assez parlant et même surprenant. Il montre le coût humain, mais pour les conquérants eux-mêmes. Regardez la différence, c'est flagrant. Les barres qui représentent les soldats tués au combat sont toutes petites. À côté, les barres des soldats morts de maladie à l'hôpital sont gigantesques. Ça en dit long sur les conditions de l'époque. Mais bien sûr, cette conquête, elle a été infiniment plus brutale pour les populations locales, les Algériens, surtout dans l'Ouest, où des généraux comme Bugeaud n'ont pas hésité à utiliser des méthodes de terre brûlée d'une violence extrême. Et là, on arrive à un personnage clé, un observateur très fin de son époque, Alexis de Tocqueville. En 1847, il voyage en Algérie et il note cette distinction vraiment importante entre l'Est et l'Ouest. Sur le papier, son analyse semble parfaite, très lucide. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'histoire va lui donner tort et d'une manière absolument spectaculaire. Au départ, pourtant, tout semble confirmer ce que dit Tocqueville. L'Ouest, l'Oranie, a été soumis de manière très brutale. La résistance y a été complètement écrasée. Et du coup, c'est là que les colons européens vont s'installer en masse, sur les meilleures terres, souvent confisquées. Dans l'esprit des Français de l'époque, c'est ça, le cœur battant de l'Algérie française. Et c'est là que vient le grand retournement de situation, l'ironie de l'histoire. 100 ans plus tard, c'est l'Est, cette région que Tocqueville jugeait plus tranquille, plus sûre, qui va devenir le véritable berceau du nationalisme algérien, le cœur de la révolte. Pourquoi ? Eh bien parce que la domination française y a été paradoxalement moins totale. Elle a laissé survivre des structures sociales, des solidarités qui ont fini par nourrir la contestation. On a vu la carte. Maintenant, passons aux gens. Parce que la colonisation, ce n'est pas juste une question de frontières. Elle a mis en place ce qu'on peut vraiment appeler une bombe à retardement démographique. On a deux populations qui vivent sur le même territoire, mais dont les destins, les courbes, vont dans des directions complètement opposées. Ce graphique, c'est l'image même de cette fracture. C'est saisissant. On voit très clairement deux courbes qui divergent. Celle de la population musulmane qui monte, c'est une véritable explosion. Et à côté, celle de la population non musulmane, d'origine européenne, qui stagne, et même qui commence à décliner en proportion. La minorité devient de plus en plus minoritaire. C'est une fracture béante qui ne va faire que s'élargir avec le temps. Et ce chiffre résume tout. 10%. Voilà ce que représente la population européenne en 1954, juste avant que la guerre n'éclate. Seulement 10%, alors qu'elle avait atteint un pic à 14% 30 ans plus tôt. Le déséquilibre est total. Mais alors, comment expliquer cette explosion démographique côté musulman ? C'est un des grands paradoxes de la colonisation. D'un côté, l'arrivée de la médecine occidentale, même limitée, fait chuter la mortalité. Surtout la mortalité infantile. C'est ce qu'on voit sur le graphique. Mais de l'autre côté, la natalité, elle ne bouge pas. Elle reste très élevée pour des raisons culturelles et sociales. Moins de morts, toujours autant de naissances. Le calcul est simple. La population explose. Et elle grandit beaucoup plus vite que les richesses, que les terres disponibles. Ça crée une pression sociale énorme. Cette pression démographique dont on vient de parler, elle est encore plus forte à cause du système économique en place. Une économie qui, soyons clairs, est conçue pour ne profiter qu'à une toute petite minorité. On pourrait même dire que ce n'est pas une économie de développement, mais bien une économie de dépossession. Parce que des richesses, il y en a.
en Algérie. Des céréales, du vin qui devient très important, des olives, des phosphates, du fer. Le pays est riche. Mais la vraie question, la seule qui compte, c'est à qui profite toute cette richesse? Et ce tableau, il est sans appel. Il met des chiffres sur l'injustice. Regardez bien. Les colons européens, ils représentent à peine 2% des agriculteurs. 2%! Mais ils possèdent 27% des terres cultivables, près d'un tiers. Et bien sûr, ce sont les meilleures terres, les plus fertiles. Et ce n'est pas tout. Regardez la taille moyenne des fermes. 124 hectares pour un colon contre 12 hectares à peine pour un agriculteur algérien. 10 fois moins. C'est cette dépossession-là, cette spoliation, qui est au cœur du ressentiment qui va monter, monter, monter. Et là, on boucle la boucle. On revient à notre fameuse division entre l'Est et l'Ouest. Cet Est surpeuplé, où les terres sont rares et pauvres, il devient quoi? Un immense réservoir de main-d'œuvre. Des hommes qui n'ont pas le choix, qui doivent partir travailler pour un salaire de misère dans les fermes des colons, dans les villes, ou même qui doivent émigrer en métropole. Ça alimente évidemment un sentiment d'injustice de plus en plus profond. Alors, récapitulons. Prenez une conquête militaire violente. Ajoutez-y une société profondément divisée, avec une démographie explosive. Saupoudrez le tout d'une économie basée sur l'exploitation d'une majorité par une minorité. Vous mélangez bien pendant un siècle, et qu'est-ce que vous obtenez? Les ingrédients parfaits pour une révolte qui devient, à un certain point, quasi inévitable. Parce que l'insurrection de 1954, ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est l'aboutissement de tout un processus. Depuis le début de la conquête, il y a eu des révoltes, comme la grande insurrection en Kabylie en 1871, toujours suivie de répressions terribles. Et puis, petit à petit, une conscience politique se forme. On voit apparaître les premiers mouvements nationalistes, comme l'Étoile nord-africaine, qui réclament carrément l'indépendance. La pression monte. Et là-dessus arrive un événement qui va tout accélérer, la Seconde Guerre mondiale. Pour les peuples colonisés, la défaite de la France en 1940, c'est un véritable séisme. L'image de la métropole puissante, invincible, s'effondre d'un coup. Le mythe est brisé. Et dans la tête de beaucoup d'Algériens, un calcul très simple se fait. Si la Grande France a pu être battue si facilement par les Allemands, alors pourquoi ne pourrait-elle pas l'être un jour en Algérie? L'idée d'indépendance passe du rêve à la possibilité. Et on arrive à une date absolument cruciale, le 8 mai 1945, le jour même de la victoire des Alliés en Europe. Pendant qu'on célèbre la libération à Paris, à Londres, en Algérie, dans des villes comme Sétif et Guelma, les manifestations nationalistes tournent au drame. Toute la tension accumulée pendant des décennies explose en quelques heures. Le bilan de ces émeutes est de 86 Européens tués par les insurgés. Ce chiffre va servir de prétexte à une répression d'une violence absolument sidérante. La réponse de l'armée française, et surtout des milices de colons, est totalement disproportionnée. C'est une vague de répression aveugle qui s'abat sur la région, faisant des milliers, peut-être des dizaines de milliers de morts côté musulman. Pour toute une génération de nationalistes algériens, les massacres de Sétif et Guelma, c'est le point de non-retour, la rupture définitive. La conclusion qu'ils en tirent est simple, la discussion est terminée. La seule voie possible désormais, c'est la lutte armée. Ce qui nous amène à la question finale. Après ce bain de sang de 1945, après ce fossé de haine et de peur qui venait de se creuser entre les deux communautés, est-ce qu'un avenir commun, un avenir pacifique était encore seulement imaginable? La réponse, malheureusement, semble déjà écrite. 9 ans plus tard, la guerre d'Algérie éclatera, encore plus dévastatrice.